François Bayrou, bonjour, merci de recevoir Hérodote.net. Alors, vous avez occupé plusieurs mandats électoraux avant d'être ministre de l'Éducation et président du MoDem et maire de Pau. Vous êtes agrégé de lettres classiques. Alors, est-ce que dans une patrie littéraire comme la France, c'est cette formation qui vous a donné le goût pour l'histoire, ou bien est-ce que c'est votre engagement politique? Je vais vous dire, c'est la raison principale. C'est la prise de conscience progressive de quelque chose dont on ne s'avise pas, auquel on ne pense pas. C'est que l'histoire, c'est très près de nous. Je dis souvent, vous mettez dans une pièce, vous, votre père, votre grand-père et le père... Et vous remontez à Henri IV. Dans la pièce, il y a 14 personnes. Une petite tablée. C'est très près de nous. Et il y a une deuxième chose qui, pour moi, m'a frappé toujours depuis très longtemps, c'est que on croit que le passé est passé, mais il est d'autant plus présent qu'on ne le connaît pas. Comme un inconscient. Je crois qu'il y a un inconscient des peuples comme il y a un inconscient des personnes. Un inconscient collectif, et ça fonctionne comme notre inconscient individuel, c'est-à-dire que plus c'est oublié, et plus c'est fort dans l'influence. Complètement présent. Alors il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi sans doute sur cette affirmation, mais moi je vois ça dans la France aujourd'hui, c'est extraordinairement frappant. Dans le monde, c'est extraordinairement frappant. Regardez ce qui se passe du côté de l'islam. C'est le retour au fond, d'une vision très ancienne et qui revient. Et quand on écarte le passé parce qu'on ne le connaît pas, par ignorance, alors il revient d'autant plus fort, névrotiquement. Vous savez ce que c'est une névrose dans la vie? C'est ça, on est blessé par quelque chose, et comme on ne connaît pas ce quelque chose, la blessure paraît irrémédiable. Ce que vous nous dites sur la religion, signifie-t-il qu'on pouvait prévoir ce qui se passe avec le djihadisme, puisqu'il se réclame du califat? Et vous l'avez rappelé, je me suis beaucoup intéressé à la période des guerres de religion. On est en plein dans les guerres de religion. Si je me suis intéressé à Henri IV, c'est pas parce qu'il était de Pau, c'est pas parce qu'il avait grandi à Coiraz, à 3 km de chez moi, de mon village d'enfance. Je me suis intéressé à Henri IV parce que c'est une histoire incroyable du point de vue romanesque et incroyable du point de vue philosophique et historique. Jamais on a vécu une histoire où on aurait pu écrire, jamais un scénariste n'aurait pu écrire une histoire aussi folle que celle-là. François Bayrou, vous êtes penché sur Henri IV et les guerres de religion. Que dit de la France cet épisode sanglant des guerres de religion? Est-ce que c'est un pays difficile à pacifier? D'abord, ça dit quelque chose de la religion. Alors, en plus, je suis croyant, donc ça dit quelque chose de la religion, c'est que la religion qui est et devrait être une adhésion personnelle, un choix personnel de conscience, assez souvent ça tourne à la volonté d'imposer aux autres ce qu'on croit soi-même. Et là est le déclic, là est toute la différence. Et les guerres de religion, c'est exactement ça. C'est très simple. Vous avez une période historique et une Europe, et l'Europe à cette époque-là, c'est le monde, qui vivent selon une règle universellement adoptée, qui est, quand vous êtes dans un État, c'est la religion du souverain qui est la religion de l'État. On disait en latin « eius regio, cuius religio ». C'est le souverain qui choisit la religion et elle s'adapte, elle s'applique immédiatement au sujet.
Et naturellement, le trône est appuyé sur l'autel. Le roi est roi de droit divin. Il est sacré avec l'huile sainte, et c'est un sacrement. Bon. Et puis arrive une religion nouvelle. Au début, c'est une religion très proche. C'est juste une adaptation. On a l'impression que... Mais comme la religion très proche, elle dit, mais l'autorité de l'Église n'est plus acceptable, alors elle ébranle le trône en même temps que l'autel. Et ceux qui veulent défendre l'ordre établi et ceux qui veulent qu'apparaisse un nouvel ordre entrent en conflit, et c'est des dizaines de milliers, centaines de milliers de morts, la ruine du pays, partout. Lorsqu'Henri IV arrive au pouvoir, l'ambassadeur de Venise écrit « Il a reçu entre les mains, non pas la France, mais le cadavre de la France ». Et donc, période de dévastation absolue, de dévastation de tout. Le frère qui dénonce le frère, on s'assassine à la cour de France, la Ligue complote contre le roi, et tout ça est la ruine du pays. Et cet homme arrive, et cet homme a l'histoire la plus incroyablement romanesque qu'on puisse trouver. Un petit garçon qui naît à Pau, exactement au milieu du XVIe siècle, en décembre 1553. Il naît, il est le fils d'un grand seigneur de France, beau gosse, dragueur, bon. Et sa mère est la reine de ce petit royaume de Navarre, qui est en fait le Béarn, très important pour l'histoire, mais petit par la taille, mais c'est un royaume, c'est-à-dire elle a une couronne de reine. Et cette femme-là, Jeanne d'Albret, elle est la nièce de François Ier. Sa mère est la sœur de François Ier. Et c'est la plus grande intellectuelle de son temps. On étudie encore ses œuvres à l'agrégation. Bon. Et c'est, ce qui est rarissime à l'époque, un mariage amoureux. En tout cas de sa part à elle. Vous savez que Luc Ferry a beaucoup écrit sur l'irruption du mariage d'amour dans la civilisation, qui change tout. Elle est amoureuse de lui, et lui est coureur, comme ça arrivait à cette époque. Et elle se braque, et l'histoire amoureuse se superpose avec l'histoire politique et des siècles. Et après avoir beaucoup hésité, lui, Antoine de Bourbon, il a pensé que son avenir pouvait être du côté des protestants, et puis il est revenu du côté des catholiques, puis ils ont changé tout le temps à la cour, à l'époque où les deux religions étaient si proches. Puis un jour, il est nommé connétable, c'est-à-dire le chef de l'armée du roi catholique. Et elle choisit de se faire protestante. Et elle devient le personnage le plus important du protestantisme en Europe, parce qu'elle est la seule reine. Il y a Élisabeth en Angleterre, c'est de l'autre côté de la Manche, et elle est, sur le continent européen, la seule reine. Et les guerres de religion se déclenchent, se durcissent, flambent. Et pour ce petit garçon-là, la guerre de religion qui ensanglante l'Europe, c'est la guerre entre son père et sa mère. Son père est chef de l'armée catholique, sa mère est le plus haut personnage du protestantisme. Sa mère va jusqu'à faire fondre les objets sacrés qui sont dans la tombe de son premier fils pour financer l'armée protestante contre son père, et son père est tué par les alliés de sa mère. Il a 9 ans.
Est-ce que vous imaginez ça? Je veux dire, on lit des livres d'histoire, Henri IV, mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est cette rencontre-là entre l'histoire à l'échelle d'un continent et d'un pays et l'histoire individuelle, personnelle d'un petit garçon. Et il va mener, alors, il va lui arriver absolument des aventures sans précédent, par exemple la Saint-Barthélemy. Il a 18 ans. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à sortir des guerres de religion. Et je vous ai dit, son père est mort depuis longtemps. Il est donc le premier héritier du royaume de Navarre. C'est lui qui va être le personnage le plus important du parti protestant en Europe continentale. Il y a des gens qui disent, mais le jeune roi a une sœur. Lui, il a 18 ans. Pourquoi on ne les marierait pas? Comme ça, c'est fini la guerre. Et on les marie. C'est au mois d'août, il fait très chaud à Paris. Et alors il monte à Paris pour se marier, avec Margot, avec tous ses copains de chez nous. Alors il roule un peu des mécaniques, parce qu'ils sont un peu petits coqs. Hein. Ils viennent se saisir de la fille. Et dans Paris, ça gronde, il fait très très chaud. Il y a des prêches enflammées dans les églises, et quelqu'un, même si on ne sait pas très bien qui, dit « Ils sont tous là, les protestants, on va les zigouiller. » Et on les tue tous. Et il y a eu des bruits la veille. Et Henri IV a dit « Non, n'ayez pas de crainte, je suis maintenant le beau-frère du roi. Soyez pas inquiets. » Il les a empêchés de quitter Paris. Et ils sont tous morts. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait sur la sensibilité d'un jeune homme. En plus, c'est le moment où sa mère meurt. Sa mère est morte en venant aux noces à Paris. Il ne va rien dire. Pendant 3 ans, il va rester là, il va faire la fête, comme s'il ne s'était rien passé. Et je suis sûr que ça bouillit à l'intérieur. Puis il s'échappe. Il met en scène son évasion. Il s'en va de la cour et il va reprendre la guerre. Et quand vous exprimez ou quand vous mesurez cette sensibilité-là, alors vous comprenez très très bien le fil conducteur de cette vie, c'est-à-dire que l'incroyable scénario historique et l'incroyable scénario personnel, parce que il est un jeune seigneur sympathique, mais personne n'a jamais pensé qu'il allait devenir l'héritier du trône de France. Et puis les morts successives des princes et des rois font que tout d'un coup, il n'y aura plus de titulaire. La couronne de France, il n'y aura plus. Par voie dynastique, il faudra chercher une autre dynastie et qu'on s'aperçoit que si on remonte à Saint-Louis, alors c'est les Bourbons qui sont les plus proches. Et il devient l'héritier, et puis après le roi de France. Et son obsession, sa ligne directrice, c'est qu'il va sortir des guerres de religion. Et il va le faire en installant une idée qui est l'idée la plus moderne qu'on puisse trouver et qui s'exprime comme ça, c'est l'édit de Nantes, 1598. C'est que on peut avoir les mêmes droits sans avoir la même religion. Est-ce que l'édit de Nantes, c'est le premier pas ou une étape dans l'histoire de la laïcité? Oui, c'est en tout cas le premier pas décisif, tellement moderne, parce que il faut penser que 80 ans plus tard, Louis XIV va abolir l'édit de Nantes. Tellement ça paraît incroyable comme affirmation. Et il va en revenir au vieux principe. Et en même temps, il tue la France. Voilà. En prenant cette décision, en tout cas, il sacrifie la monarchie française.
Donc c'est une incroyable histoire. Et la question, vous m'interrogez sur l'actualité, sur ce que nous vivons, la question elle est toute simple. Est-ce que cette affirmation-là, on peut avoir les mêmes droits si on n'a pas la même religion, et on est libre de changer de religion? Est-ce que cette affirmation-là, elle est reconnue aujourd'hui à la surface de la Terre? C'est ça la question. Et moi, je pense qu'on a là une concentration sur un sujet absolument fondamental de l'histoire de l'humanité. La gauche et la droite sont nées sous la Révolution. Est-ce que le centre est né aussi à cette même période? Est-ce que vous retrouvez dans vos grands ancêtres des gens comme Mirabeau, Barnave, Sieyès, Condorcet? Est-ce que c'est là que naît véritablement le centre? Non, le centre est né avec Henri IV. C'est aussi simple que ça. Le centre est né avec l'idée du pluralisme. Qu'est-ce que c'est le centre? C'est la garantie qu'on peut avoir des idées différentes. Et que ce n'est pas parce qu'on a des idées différentes qu'on ne peut pas vivre ensemble. Au fond, les guerres de religion, c'est l'idée qu'il n'y a que deux camps. Et Henri IV dit, mais pas du tout. Ce n'est pas une affaire de camp. Le bien commun que nous avons exige de dépasser les camps. Et alors, si vous réfléchissez, alors non plus historiquement, mais philosophiquement, et tout ça est très proche, hein, alors le centre, c'est Montaigne et Pascal. Montaigne avec la relativité des choses humaines. Et Pascal avec une idée absolument géniale, révolutionnaire, unique, là encore dans l'histoire du monde, du même ordre, qui est de dire on ne peut pas tout soumettre dans l'histoire de l'humanité à une autorité unique. Et la religion a sa légitimité, la science a sa légitimité, et la politique a sa légitimité. La politique, l'organisation des États, la science, la connaissance et la religion, ces trois ordres de réalité-là sont séparés. C'est ce que les philosophes ont appelé, chez Pascal, la distinction des ordres, la séparation des ordres. Et la séparation des ordres, c'est la liberté de l'homme. C'est le moment où on ne peut plus dire à Galilée, tu n'as pas le droit de dire que la Terre tourne parce que ce n'est pas dans l'Écriture. Et vous voyez combien tout ça est enchaîné, combien tout ça est très... Et c'est là que naît le centre, c'est-à-dire l'idée que on peut dépasser les antagonismes, on n'est pas prisonnier des antagonismes. Mais est-ce que sur le plan politique, finalement, il n'est pas né avec le Marais, la Plaine? Est-ce qu'il ne s'est pas prolongé ensuite dans la première Restauration et ensuite avec Guizot sous l'orléanisme? Moi, je regarde plutôt les choses, pardon du mot compliqué, du point de vue anthropologique, c'est-à-dire du point de vue de la manière dont se constituent les sociétés et les personnalités. Et donc, oui, bien sûr, mais cette tentative, mais avant, c'était ce qu'on appelait les politiques, justement. Cette tentative-là, c'est une tentative de tous les temps, et c'est, à mes yeux, la plus fructueuse, autrement je ne serais pas là, la plus fructueuse qu'on puisse trouver. Finalement, quels sont les grands apports du centre dans la vie politique française? Il a été surtout représenté par des personnalités, mais sur le plan de l'échiquier politique, quels sont ces grands apports? D'abord, je ne suis pas uniquement dans les filiations. Plus exactement, je suis dans des filiations plus subtiles. Mais ce qui m'attache aujourd'hui, c'est la nécessité de ce courant-là. Regardez, on est en plein mouvement social. À l'époque, au moment où nous enregistrons, on ne sait pas comment ça va finir. Mais vous voyez bien que dans l'affrontement irréductible, bras de fer, contre et pour, à la vie, à la mort, quitte ou double, et il faut que l'un des deux sorte vivant et l'autre disparaîtra, ben, il n'y a rien de possible pour une société. Comment vous voulez vous en tirer? Même dans un journal, s'il y a un affrontement comme ça. Alors ça vous ramène
à l'écriture, hein. Toute demeure divisée contre elle-même périra. Et ça, c'est plus profond qu'un souvenir historique, c'est de l'anthropologie, c'est la reconnaissance d'un besoin vital des communautés, des sociétés, au fond, de dépasser leur haine. Et c'est Antigone. Alors là, on remonte encore beaucoup plus loin, on remonte à Sophocle, et quand la petite Antigone, à qui le roi veut interdire d'ensevelir son frère, de lui rendre les derniers honneurs religieux, elle lui dit « Utoi sunectein, Allah sumfilein efun », c'est-à-dire « Je ne suis pas né pour perpétuer la haine, je suis né pour partager l'amour ». Et là, alors, c'est l'immense banquise qui explose. C'est la débâcle de l'ancien monde sous une affirmation de conscience. Alors ça, c'est assez fort. Et au fond, tout ça, c'est la même question depuis le début des temps. Et c'est une question de nécessité. Les types, et vous en voyez beaucoup, y compris dans la vie politique contemporaine, hein, ceux qui passent leur temps à vouloir imposer leur loi, sans considérer que les autres peuvent avoir une part de vérité, ces types-là sont des nuisibles. L'apport majeur du centre, c'est la richesse du pluralisme. Et vous le retrouvez sous tous les aspects. Est-ce qu'entre les pays européens, il faut se faire la guerre? Est-ce que la question c'est, la France doit-elle saisir l'Allemagne ou l'Allemagne doit-elle saisir la France? Et avant l'Espagne, et avant l'Angleterre. Parce que c'est ça l'histoire du continent et des 4 siècles que nous venons de vivre. Ou bien, est-ce que nous avons mieux à faire ensemble que dans l'affrontement? Ben, c'est la même question. Et ce n'est pas un hasard si ce sont des hommes et femmes du centre qui ont été à l'origine de l'idéal européen. Et deuxième question, est-ce que la plus fructueuse histoire, elle se fait avec des souverains qui imposent leurs lois, ou elle se fait en faisant partager au peuple des raisons de vivre? Le philosophe du XXe siècle qui a été un phare dans cette famille politique s'appelle Marc Sangnier. Il a une phrase formidable. Il dit « La démocratie, c'est l'organisation sociale qui porte à son plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens. » Vous vous rendez compte de cette affirmation? On va beaucoup plus loin, on avance beaucoup plus vite, on fait des choses beaucoup plus fructueuses si les citoyens ont pleinement conscience et sont pleinement responsables que si on leur impose une loi venue du sommet. C'est une idée incroyablement positive des communautés, des sociétés, qui leur reconnaît une légitimité dans leur propre histoire. Ça fait 2 apports très importants du centre. Et vous voyez bien que rien que dans le mot « centre », la volonté, c'est de dépasser les clivages du passé. C'est pour ça que je n'emploie pas, je m'efforce de ne jamais employer le « ni ». Je trouve pas ça bien. Pas plus que le « et ». Parce que le « ni » comme le « et » partent du postulat qu'il n'y a que 2 positions, ce qui est une stupidité. Si vous regardez la vie, c'est pas comme ça la vie. Et donc c'est ce dépassement-là qui est l'apport du centre. Et alors ça vous permet de vous intéresser au sujet même, aux questions même de l'éducation, parce que vous n'êtes plus en camp. Et donc vous voyez ce fil directeur-là. Il est relié à l'histoire, à la philosophie, à la littérature de l'Antiquité,
autant qu'à l'actualité la plus brûlante. Je sais que vous avez une grande admiration pour Winston Churchill. Pourquoi? Est-ce parce que c'était un homme tenace ou bien parce que ça a été un homme qui a été un peu isolé sur l'échiquier politique, un petit peu comme vous? J'ai raconté dans un de mes livres une scène absolument formidable. On est en 1936. Tout d'un coup, aux yeux de l'Europe, apparaît le réarmement hitlérien. Et Churchill, à l'époque le plus impopulaire des hommes politiques britanniques, parce que la droite lui reproche d'être à gauche et la gauche d'être à droite, ça vous rappellera des choses, interpelle le gouvernement. Et il dit « Comment, sachant ce que vous savez et ce que vous saviez à l'époque, comment avez-vous pu faire aux dernières élections une campagne pacifiste sur le désarmement anglais? Comment c'est possible ?» Et alors le Premier ministre, qui s'appelait Baldwin, que j'aime bien, dont j'aime bien une des choses de la vie, parce que c'était le cousin germain de Kipling, ce qu'on ignore, et j'aime beaucoup Kipling comme romancier. Et Kim est un des plus beaux livres qu'on ait pu écrire, un plus beau roman qu'on ait, et le livre de la jungle aussi. Bon. Et donc, et Baldwin se lève et il lui dit « Je vais vous répondre avec une effroyable sincérité. » Vous vous rendez compte? Ce choc-là au sein du Parlement britannique, c'est pas chez nous en France qu'aujourd'hui on verrait ça. Le Parlement n'existe plus. Je vais vous répondre avec une effroyable sincérité. J'étais le chef d'un grand parti. Le peuple britannique, selon les sondages, était entièrement pacifiste. Mon devoir était de gagner les élections. J'ai donc dit ce que le peuple voulait que je lui dise. Eh bien, pour moi, il y a là exactement la différence entre les hommes politiques qui veulent gagner les élections et les hommes d'État pour qui l'histoire est importante et qui veulent relever les défis pour leur peuple. Et Churchill a constamment été, alors avec incroyable panache, incroyable folie, risque-tout, picolant, magnifique écrivain, extraordinaire éloquence et poésie. Il a constamment été du côté des hommes d'État et des hommes d'histoire. Et donc pour moi, oui, c'est c'est lui qu'on est allé chercher quand ça allait mal. Et c'est pourquoi le livre où je raconte ça s'appelle « De la vérité en politique ». La question est la question de la vérité. Et la thèse que je défends dans ce livre, qui a déjà 2 ou 3 ans, la thèse que je défends dans ce livre, c'est que on ne peut plus gouverner contre la vérité. Regardez ce qui arrive à Hollande. Ils ont voulu nier la vérité des choses, c'est eux qui sont les victimes. Ils sont écrasés comme une noisette entre les 2 branches du casse-noisette. Alors, en guise de conclusion, vous qui avez été candidat à la présidentielle, vous parliez tout à l'heure d'un inconscient collectif du peuple français. Qu'est-ce que doit avoir présent à l'esprit un candidat qui se présente à l'élection présidentielle, présent à l'esprit en matière d'inconscient collectif de ce pays? Je vais vous raconter une histoire. Je vous en ai déjà beaucoup raconté, parce que je trouve que ça donne de la chair humaine à tout ça. Un jour, il y a longtemps, j'ai eu ma seule conversation véritable avec Jacques Chirac. On s'est vu souvent, on n'était pas souvent du même avis. Mais Chirac, il ne vous parlait pas, il mettait le disque. Pour que le rendez-vous ait lieu et qu'il paraisse avoir l'équanimité de recevoir, y compris les gens avec qui il n'était pas d'accord. Il n'avait pas une haute idée de ce que le centre pouvait être en France. Et il avait peut-être quelques raisons. Et puis c'était un jour très difficile pour moi parce que une de mes enfants était malade.
Et j'étais très, très, très soucieux et très, très triste. Et il m'accueille et il dit « Ah, comment ça va ?» Je dis « Ça va très mal ». Et je lui raconte. Et comme il avait lui aussi une de ses enfants, hélas, malade, on a eu, tout d'un coup, tout a changé. Il y a eu une déglaciation. Et il m'a parlé vraiment comme un père de famille parle à un autre père de famille. Et c'était un moment que je n'ai jamais oublié. Et pour moi, très émouvant. Et puis après, il m'a dit « Tu veux qu'on parle politique 5 minutes ?» Je dis « Oui. » Comme ça, là. Il me dit « Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec les idées ?» Pardon de citer cette phrase au sens... dans les propres termes où elle a été prononcée. Il m'a dit « La politique, ce n'est pas des idées. » Je vais te dire ce que c'est la politique. On est en 2000, c'est-à-dire la cohabitation. Il me dit le Premier ministre, Jospin était très haut dans les sondages, et lui aussi. La cohabitation, c'était la fortune des deux du point de vue de l'opinion. Il faut d'ailleurs y réfléchir. Il dit, je vais te dire ce que c'est. Le Premier ministre s'est fait pour que ça ne se passe pas trop mal en France. Et il a fait ce geste-là. C'est un geste qui m'a toujours fait rire, et mes enfants aussi, parce que c'était le geste de ma mère quand elle expliquait comment on faisait les gâteaux. Elle n'était pas adepte des recettes pesées au gramme près. Elle dit, eh ben, tu mets des œufs et du lait, de la farine. Et voilà. Il a fait ce geste-là exactement pour que ça ne se passe pas trop mal en France. Et il m'a dit, le président de la République, c'est fait pour représenter la France à l'étranger. Point. Et je dis, tu vois, c'est sur ce point que je suis en désaccord. Pour moi, le président de la République, c'est fait pour donner à un pays des raisons de vivre. Car cette fonction-là, en raison du passé historique de la France, de ce que la monarchie a été, la Révolution a été, la République a été, l'Empire a été, cette fonction-là, elle résume le besoin d'unité du pays et le besoin d'inspiration du pays. Et quand je dis unité et inspiration, c'est là 2 raisons de vivre pour un peuple. 2 fonctions en une seule. Le problème, c'est qu'au fil du temps, ils n'en remplissent aucune des 2. Et ça, c'est une question historique. François Bayrou, merci d'avoir reçu Hérodote.net.